être sympa. Tout va bien, c'est normal, c'est une GoPro qui merde. C'est même pas le moteur. Non, c'est même pas le moteur. C'est vrai que ça aurait pu être le 1,6 paf. Ça aurait fait des vues, tu me diras. Hein. Ah, le TH paf. Ah, le TH, oui, là, après TH pan, TH paf. Les premières voitures qu'on regarde sur internet pour s'acheter sa première sportive, en général, c'est les petites tractions. Les GTI, 208 GTI, Clio RS, Corsa OPC, Polo GTI, Fiesta ST et j'en passe. Mais connaissez-vous la DS3 Performance? Nouvel essai sur ma chaîne YouTube aujourd'hui avec une petite sportive, comme vous me le demandez depuis longtemps. Abordable, sportive et surtout très rare. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains formats d'essais sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que tous les mois, je vous propose des essais de sportives dans tous les budgets, de tout type, avec en général une appétence pour les voitures rares, et bien sûr des formats tout savoir sur tel ou tel modèle où je vais passer en revue l'évolution d'une voiture de la première génération à la dernière. Je l'ai déjà fait avec la F-Type par exemple, avec la MG GT, avec la Mégane RS, etc. Pensez à vous abonner, c'est très important. Objectif 130 000 abonnés pour la fin d'année. Et on n'est pas loin. Avant de poursuivre, je vous rappelle que lorsque vous voulez acheter une voiture d'occasion, il est impératif de vérifier son historique sur Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. En quelques secondes, il vous suffit de rentrer le numéro VIN dans le système pour vérifier si un rapport est disponible sur le véhicule. Prenons l'exemple d'une DS3 qui semble avoir été accidentée puis réparée. Même si le kilométrage et le statut légal de la voiture semblent bons, le véhicule a clairement été accidenté, comme en attestent les photos. Sachez que j'ai utilisé Car Vertical pour l'achat de ma 968 et que j'en ai appris d'ailleurs un peu plus sur son historique, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous avez 20% sur votre prochain rapport Car Vertical avec le code TGD20 disponible en description. Utilisez-le parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas. Et merci à Car Vertical pour le sponsor. Avant de passer au volant de cette DS3 Performance et de l'exploiter un peu sur les petites routes pour vous donner mon avis sur le ressenti de conduite et sur les performances de cette voiture, c'est vraiment l'objectif de ce genre d'essai, que je vous transmette les sensations, parce que les fiches techniques, en fait, vous pouvez les lire partout sur internet. Je vais quand même faire un petit rappel de fiches techniques avec cette voiture parce que c'est une voiture qui est complètement oubliée, ou en tout cas mise de côté dans le spectre des petites GTI. La DS3, c'est une voiture qui a commencé son cycle de vie vers 2009-2010, et c'est une voiture qui a révolutionné complètement le milieu de la citadine, parce que la marque DS, qui était une extension de Citroën dans ces années-là encore, et d'ailleurs DS qui veut dire Different Style, je ne sais pas si vous le saviez, Different Style 3, 4, 5, 7 pour les différents modèles, à l'époque voulait produire une citadine bourgeoise, une citadine premium. Et donc en 2010, voir cette voiture apparaître, alors dans sa version normale, avec des teintes bicolores, avec un intérieur super moderne, moi, je m'en souviens assez bien, et dites-moi si c'est pareil pour vous, mais c'est une voiture qui m'a marqué. C'était complètement nouveau par rapport à tout ce qu'on voyait ailleurs, et la citadine à l'époque c'était fade. Ouais, c'était vraiment impactant sur le marché. Je me rappelle même d'ailleurs mon père quand j'étais petit qui m'emmenait sur les Champs-Élysées pour aller au DS Store où il y avait les voitures de WRC, tout ça, enfin bref. C'était une voiture qui a marqué son époque. Il y a eu évidemment, après 6 titres de champion du monde, il était temps, une version que je pense vous connaissez tous, la DS3 Racing, qui est surtout connue pour avoir été livrée dans sa teinte orange là. Alors il y a eu plusieurs versions, plusieurs éditions limitées, plusieurs couleurs, mais pour moi la plus reconnaissable, c'est celle qui est orange, qui s'inscrivait parfaitement sur le marché face à la concurrence des petites GTI à l'époque. Alors 2009-2010, c'est un peu à cheval entre deux époques, mais il y avait la Clio 3 RS, il y avait la Corsa OPC, la Fiesta ST MK7, notamment avec la version ST200, la Polo GTI, la 6. Voilà, il y avait plein de petites voitures, mais la DS3 Performance s'est imposée en termes de perf, de style et forcément un peu d'histoire, parce que c'est une voiture qui faisait référence aux 6 victoires, aux 6 championnats du monde de Citroën avec Sébastien Loeb évidemment, donc c'était pas n'importe quoi. Quelques années plus tard, le cycle de vie de la voiture a évolué et en 2016, la voiture est passée de Citroën DS3 Racing à une DS, une 100% DS Performance. Alors, de base, sur la DS3 Racing, au niveau du moteur et des trains roulants, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites. Sur la DS3 Racing, donc on parle bien de la version 2010, on avait des voies qui étaient élargies à l'avant, des suspensions qui rabaissaient la voiture, forcément une voiture plus sportive, et on avait à l'avant le fameux 1,6 litre TH pan,
ou THP pour les intimes, qui développait à l'époque 202 chevaux, si je dis pas de bêtises, et 275 Nm de couple. Moteur connu pour avoir été dans la 308 GTI, dans plein de caisses, et moteur connu pour sa non-fiabilité absolue. Et justement, ça va être un des sujets qu'on va aborder avec cette voiture. C'est un moteur qui a été catastrophique. Et la version performance, donc qui est arrivée en 2016 et qui a eu un cycle de vie beaucoup plus court que la DS3R, 2016-2018, il n'y a pas eu que des évolutions esthétiques. Il y a aussi eu beaucoup d'évolutions mécaniques, avec notamment les suspensions de la 208 30e anniversaire, ou 208 BPS, c'est exactement la même voiture, donc des suspensions revues, une voiture encore un peu plus basse, encore un peu plus large au niveau des voies, un moteur fiabilisé, toujours avec le 1,6 litre THP, donc un petit 4 cylindres, 1,6 litre turbo, avec 208 chevaux, et 300 Nm de couple, je me rappelle bien de mes fiches techniques, c'est bien, boîte 6 rapports toujours, et surtout un autobloquant Torsen mécanique qui faisait toute la différence au niveau de l'efficacité de conduite. Et pour même vous montrer à quel point Citroën, ou plus exactement DS, se sont portés sur la performance et sur la polyvalence, ils ont même réduit la taille des pneus à l'avant pour avoir un meilleur ressenti de conduite, la DS3R étant connue pour suivre un petit peu la route. Donc en termes de fiches techniques, la voiture avait vraiment pas à pâlir à l'époque face à la concurrence. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec ce modèle, qui est quand même très méconnu, parce qu'il y en a eu un peu moins de 2000, autour de 1900 exemplaires, c'est le niveau d'équipement et les prestats générales qu'elle propose par rapport justement à la concurrence. Et le premier truc qui marque, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, encore plus dans cette teinte assez spécifique avec le vernis noir mat et les détails dorés, qui est une finition black spéciale, c'est tous les éléments on va dire premium qu'il y a dans la voiture. À l'intérieur par exemple, j'ai le volant en carbone qui était une option, la casquette surpiquée en cuir avec du carbone ici, le carbone dans les portes, les sièges baquets performance, la DS Performance qui sont en plus d'être super confortables, qui maintiennent très bien, le pédalier alu, le pommeau de vitesse, alors sur cette voiture qui vient d'une 308 GTI parce qu'effectivement il y a une meilleure prise en main, le levier de frein à main qui est gainé de cuir surpiqué, la console centrale piano black, et à l'extérieur le carbone sur les portes. Alors contrairement aux DS3 Racing, les précédentes, il n'y a plus le carbone sur les ailes, mais le propriétaire de celle-ci est en train justement d'aller les dénicher sur internet pour les remettre. Mais c'est une voiture qui a plein de détails, et qui, même si sous certains angles elle a un peu un air de monospace qui s'est pris un mur, on a vraiment ce côté Racing, performance et ce côté petite GTI avec les deux sorties d'échappement. En plus, il y a quelques modifs, on va dire mécaniques sur cette voiture dont je vais vous parler juste après. C'est une voiture qui, je trouve, donne un aspect ultra premium, et surtout par rapport au prix. Il faut savoir que les DS3 Performance ont énormément décoté par rapport notamment au Polo GTI, par rapport aux 208 BPS. Les DS3 Performance, c'est des voitures qui valent entre 15 et 17 000 euros, ce qui est honnêtement pas cher payé pour le niveau de prestat qu'on a dans la voiture. Allez, on va rouler. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc? C'est dans le tableau de bord là, c'est un diffuseur d'odeur. Je viens de me montrer ça, je savais pas que ça existait. Première impression au volant de la voiture, alors là j'ai vraiment fait 5 mètres. Hein. Oula, alors déjà le frein est sensible. Le frein est sensible, très sensible, là, surtout par rapport à la Porsche. Moi j'ai plus beaucoup de plaquettes, surtout qu'en plus, voilà, c'est une transition parfaite pour parler un peu de modification sur cette voiture. Le propriétaire a eu la bonne idée d'amener deux, trois petites améliorations pour faire que la voiture soit plus performante, plus endurante et bien sûr plus safe. Au niveau du freinage, déjà, on a des plaquettes. Alors, tu m'as dit c'est du Ferrodo DS Uno. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ferrodo DS Uno. On a du liquide RBF 600 qui permet d'accepter un peu plus de température. On a des semi-slick. Alors, c'est quoi le modèle des semi-slick? C'est les NS2R. Ok. Réputés pour leur grip, pour leur faible coût et aussi pour l'épaisseur de leur flanc. Ça fait vraiment pneu de course et moi j'aime beaucoup. T'as aussi des jantes allégées à l'avant. Ouais. Pareil, le modèle des jantes allégées, c'est OZ Ultra Leggera. Voilà. Tout simplement, voilà, des Ultra Leggera classiques mais qui font bien le taf. Et pour terminer, des petites cales qui élargissent encore un peu les voies à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, tenue de route. Et ensuite pour la partie fiabilité, vu qu'on parle du 1,6 litre THP,
On a un échangeur qui permet vraiment d'abaisser les températures de fonctionnement. Tu me disais que... Au maximum, on a un delta de 10 degrés entre température extérieure et voilà, compartiment moteur. C'est incroyable. Alors qu'avant l'échangeur, tu me disais que tu avais un delta de 30 degrés. Quoi. Ouais, 30, 40, voilà. Ça dépend des moments. Donc ça fait partie des pièces qui jouent beaucoup sur la fiabilité. C'est pareil sur les 208 GTI, sur les 208 BPS. Un échangeur, ça permet vraiment de faire la différence et d'assurer de casser son moteur un peu moins vite. On reparlera évidemment de la partie moteur parce que toi, pour le coup, ta voiture a 90 000 km et tu as plutôt une très bonne expérience avec la voiture vu que tu n'as rien eu. Exactement, voilà. Aucun problème. Aucun problème. Et aussi pour fiabiliser un peu plus, j'ai changé la dump valve. Ah ok, oui. Qui, en fait, si tu veux, elle est sur le turbo et d'origine elle est pas très costaud et des fois ça casse le turbo. Donc là j'ai mis une GFB, au moins c'est plus safe. Voilà. Extra. Bon, alors ça c'est pour la partie petite modification. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en version POV pour qu'on discute un petit peu des performances de la voiture. Au niveau des commandes dans la voiture, pour l'instant la direction est assez légère, la pédale de frein a du mordant directement, je pense que c'est vraiment à cause des plaquettes, mais c'est assez agréable, je pense que ça permet... Non, c'est le liquide? Non, rien du tout? C'est d'origine comme ça. C'est d'origine, bon bah c'est d'origine comme ça. La direction est assez légère, j'ai hâte de voir comment le Torsen réagit, si ça aide vraiment dans les virages. Immédiatement je vois aussi que la commande de boîte est pas la plus précise, et là je le sens juste en passant les vitesses plutôt à faible allure. On va voir ce que ça donne, le moteur a l'air plutôt rond, là je suis à 2000 tours, 3000. Ouais, ça souffle hein. Ça fait un joli bruit. Alors pour le coup ça freine bien. Ça le frein il est immédiat, la voiture elle est stable. On sent qu'on a, je pense que les voies élargies ça se ressent aussi parce que la voiture elle paraît très très stable notamment au freinage. Alors je fais attention parce qu'on a des semi-slicks comme je l'ai dit et la route est un peu grasse. On entend bien le turbo qui aspire de l'air. Alors pour le talon pointe c'est pas idéal parce que la course de freinage est très courte et la pédale est placée plus haut que l'embrayage, donc il faut aller pas mal décaler son pied et ça donne un peu des à-coups. Après je viens de prendre la voiture en main et on va voir un peu ce que ça donne sur cette petite portion. Alors, effectivement en deuxième faut tenir le volant et l'autobloquant fait son travail. Alors je garde un rythme assez modéré avec les pneus. Bon, une petite explosion à l'arrière. J'ai le ESP qui clignote dans tous les sens, mais ça c'est normal. Le Torsen, ah oui, le Torsen on le sent. Ah oui, mais j'ai le ESP qui me coupe à mort là. Je me disais c'est marrant, j'ai pas de puissance. Mais là c'est le ESP qui coupe là. Enfin bon, le ESP il fait sapin de Noël. Beaucoup le bruit que ça fait, alors t'as un petit 4-back hein, tu m'avais dit. Ouais, juste un silencieux. Juste un silencieux, mais c'est sympa parce que t'as ce côté vraiment petite GTI qui crache. T'as un ESP qui est déconnectable? Ouais, il y a un petit bouton sur le côté. À 100%. À 100%? Ouais, mais ça appuie juste une fois, c'est bon. Juste une fois. Petit bouton rouge normalement, bah, il doit être rouge. Il est rouge. Les deux sont rouges là? Non, je le vois. Ah oui, bah oui, il est rouge là. Mais pardon, je le cherchais rouge sur le tableau de bord. T'avais Echo, il est éteint, mais il est allumé justement. Ouais. Et à gauche, ça allume aussi. Bah ça, là j'ai tout qui est allumé. Okay. On a vraiment du couple jusqu'à 5000. Ça reprend bien. Effectivement, on sent qu'on est entre guillemets dans un pot de yaourt parce que la voiture est toute petite. Oh, mais le Torsen il fait le travail. Hein. On a vraiment la roue intérieure qui vient resserrer l'intérieur du virage. Il y a des remontées de couple dans le volant, ce qui est plutôt sympa. Même là sur le gras, ça glisse un petit peu. Hop là. Ah oh, l'arrière qui est un peu mobile. Alors à mon avis à la caméra on voit pas grand chose avec les arbres. Ah, c'est vraiment sympa. C'est efficace.
sur une section qui est quand même assez serrée. La voiture, tout est lisible. La voiture est bien posée. On a de la remontée d'informations dans la direction, mais c'est pas non plus transparent. Par exemple, là je fais le parallèle avec la Focus la Focus RS 500 que j'ai essayé il y a pas longtemps. On a une meilleure direction dans la Focus. Là on se sent un petit peu déconnecté, c'est très léger, puis il y a un peu de... Ça fait un peu... Ouais, c'est trop léger. Ouais, c'est un peu trop léger. Trop légère les directions. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, c'est une voiture qui est réellement efficace. Ça, on peut pas lui enlever. Et la petite bosse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial avec les petites GTI. Mais là, évidemment, je fais attention parce que on est sur des routes un peu mouillées, mais on n'évolue pas à des vitesses de dingue. Et ça, j'avoue que c'est quand même vraiment agréable, ça permet de s'amuser, on a du son, on a une bonne position de conduite, on est très maintenu dans ces beaux sièges baquets, là, mi-cuir, mi-alcantara, que j'aime beaucoup. Et le volant a quand même une bonne prise en main, et c'est vrai que c'est sympa d'avoir le carbone là, partout sur le volant. Alors, de mémoire, là, si je dois faire un comparatif immédiat, je dirais qu'on est très proche en termes d'efficacité et de feeling de conduite de la 208 BPS. C'est vraiment ce dont je me souviens. C'est à peu près le même châssis. On a tout de suite ce feeling de voiture très courte, très efficace, avec un moteur qui crache, qui est relativement linéaire. Le moteur, il n'est pas explosif non plus, mais il envoie quand même. Hein. Il n'est pas en reste. Et la sonorité à l'intérieur, lorsqu'on est à 5000 tours là, c'est vraiment le feeling de petite GTI, toujours garder. C'est marrant quand même, c'est vraiment ça pour se marrer. Une petite GTI sur une petite route, c'est quand même une recette qui fonctionne toujours très très bien. Et là, j'arrive toujours pas à faire monter l'empreinte. Ouais, il est chaud. Il est un petit peu difficile. Alors là, si j'étais un gros bourrin, je ferais un frein à main. Mais je vais respecter un minimum le mécanique. Allez, première, on va voir un peu. Et il y a très peu de patinage, hein. J'avoue que ce que j'aime, c'est le freinage, parce que la voiture, elle est... Alors là, je fais attention parce que c'est glissant. La voiture, vraiment, quand on freine, elle s'écrase au sol. L'arrière se déleste pas, la voiture est bien stable, bien saine. Et ça, c'est le signe d'une bonne voiture. Là, sur piste, je me dis que ça doit être sympa. Tout va bien, c'est normal, c'est une GoPro qui merde. C'est même pas le moteur. Non, c'est même pas le moteur. C'est vrai que ça aurait pu être le 1.6 paf. Ça aurait fait des vues, tu me diras. Hein. Ah, le TH paf. Ah, le TH, ah oui, là, après TH pan, TH paf. Sur une dernière piste axel là sur les portions un peu plus rapides. Ouais, là dès que j'arrive sur des routes un peu plus ouvertes, on sent que c'est une caisse qui est faite pour bouffer du tarmac quand même. Hein. Là il y a... on a même touché le sol. C'est la maman qui est assez basse. Ouais, même là, dans les hautes compressions, dans les hautes vitesses plutôt, la voiture elle est méga stable. Et autant du train avant que du train arrière, tout est très solidaire. On n'a pas l'impression qu'il y a d'abord le train avant qui tourne et ensuite le train arrière qui suit. La voiture elle tourne d'un bloc, elle absorbe les suspensions d'un bloc. Ah, c'est vraiment un sacré petit jouet, hein, franchement. Alors, pour le couple, il faut être un peu haut dans les tours quand même. Il faut être un peu haut dans les tours, en dessous c'est un peu creux. Oh, mais il y a du grip sur l'avant. À la limite la voiture c'est rigolo, elle se révèle encore plus là sur les hautes vitesses. Oui. Vraiment à partir de 90 tu sens qu'il y a un truc encore en plus quoi. Ouais exactement, donc elle a vraiment ces deux visages. C'est vrai que la direction un peu floue à basse vitesse, pas floue mais un peu imprécise. Je suis un peu moins confiant sur les basses vitesses. Bon, il y a aussi le côté gras, etc. de la route.
Mais là, sur les hautes vitesses, par contre, je suis très confiant pour attaquer, quoi. Oui, la direction sera fermie, je pense, avec la vitesse. Je pense qu'il y a avoir un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais c'est une. Tiens, puis on va tester le braquage. Alors effectivement, ça tourne sur place. Plutôt pas mal ça. Test du klaxon, très important. Il est gentil le klaxon ici. Eh, pousse-toi. Il s'excuse un petit peu. Oui, il dit pardon de klaxonner. Conclusion de la voiture. Alors effectivement, je dirais pas que c'est la plus amusante ni la plus performante que j'ai essayé. Par contre, en termes d'efficacité, la voiture a vraiment des arguments. En termes de fun et d'émotion quand même, je suis sûr que c'est une voiture, quand on commence à mieux l'apprivoiser, les freins à main, je pense que ça y va très bien. L'autobloquant Torsen mécanique apporte un vrai plus en termes d'efficacité. Le son de la voiture est top, je trouve ça très enveloppant. De l'extérieur, il y a des petits pop and bang, ça fait un peu rallye. Les prestats de l'intérieur et de l'extérieur sont canons. Moi, je trouve que c'est une voiture qu'il ne faut pas sous-estimer. Et on parlait de fiabilité aussi, évidemment. Toi, ton expérience, en fait, avec les petites modifs que tu as faites très rapidement d'ailleurs en ayant la voiture. Oui, j'ai fait ça assez vite, oui. Quoique l'échangeur, tu sais, ça fait pas énormément de temps que tu l'as. Que je l'ai fait. Ouais. Bon, par contre, j'ai vraiment senti la différence. D'ailleurs, même en consommation. Ah oui? J'ai perdu 1 demi-litre au 100 facilement juste en mettant l'échangeur. Alors, okay. Est-ce que c'est lié ou pas? J'ai un doute quand même, mais en tout cas, j'ai vu une amélioration là-dessus. Parce qu'il faut aussi dire que c'est une voiture qui consomme pas énormément. Pour tous les jours. J'allais te relancer aussi dessus parce que toi, c'était pendant assez longtemps ton daily. Ouais. Maintenant, t'as une Yaris TS. Ouais. Phase 2. Oui. Bah, t'as vu tout à l'heure quand je t'ai fait un signe ou pas? Il y en avait une bleue à droite. Ah non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Il y en avait une autre. Parce que du coup, on a vu 2 Yaris TS ce matin, ce qui est quand même rare. Et pendant longtemps, t'as roulé avec cette voiture. Et là, et tu me disais que consommation extrêmement faible. Oui, c'est ça, entre 6 litres et 6 litres 5 en mixte, en s'amusant. Ouais. Enfin, vraiment. Très correct. Très correct. Oui, clairement. Et pour un budget raisonnable, la voiture, tu me disais que tu l'avais acheté 15 000. 15 000. 50 000 bornes à l'époque. Bah voilà. Aujourd'hui, pour 15 000 €, des trucs modernes comme ça qui permettent de faire daily performance, qui soient différents, avec des perfs, un autobloquant mécanique, etc. etc. Il n'y a pas beaucoup de voitures parce qu'on peut comparer un intérieur de Clio 3 RS de l'époque ou un intérieur de Fiesta ST ou de quoi que ce soit. Là, c'est. Alors, en termes de qualité de finition, on n'est pas sur du premium Mercedes, mais visuellement, ça a quand même de la gueule. Et puis ça craque pas trop. Oui, ce qui est bien. Et on a les commodos que je retrouve qui étaient dans ma 207 avec les petits commodos de. Mais qui sont super ergonomiques. Et qui marchent très bien. Et qui fonctionnent très très bien. T'as le régulateur de vitesse en plus. Évidemment. Toi, elle est quasiment full option ta voiture. C'est une toute option. Bon, voilà. Il y a tout. Même le freinage d'urgence. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Voilà. Bon. Donc dans l'ensemble, pour moi, une très bonne découverte. Je suis assez content d'avoir. Ah oui, non, ça c'est ça. Il y a tout qui bip, mais tout bip dans ces voitures. Donc dans l'ensemble, une super découverte. Et je suis très content d'avoir pu faire l'expérience de cette petite voiture. Tiens, attends, on va faire un petit. D'avoir pu faire l'expérience de cette voiture. Pour tous les amateurs de petites GTI, j'espère que ça vous a plu. Des petites GTI, il y en a d'autres qui arrivent bientôt à l'essai sur ma chaîne YouTube. Un immense merci pour la confiance et m'avoir permis d'essayer ta voiture. Il faut savoir qu'on s'est croisés au tournage sans borne. Oui. En fait, c'était la semaine dernière. Ouais, semaine dernière, c'était un hasard. Et j'ai beaucoup aimé ta voiture. On a discuté, on a déjeuné ensemble et puis on s'est dit attends, autant la filmer. Carrément. Donc on en a profité. Donc un immense merci. Je mets ton Instagram sur la description pour ceux qui veulent suivre les photos et la vie de cette petite voiture. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo sur The Glow Driver. Ciao.